monument en péril, le Code Napoléon. C'est notre code pénal, toujours en vigueur. Il va être réformé. 4 ans de travail. Quel successeur pour Djibaou? Léopold Jorédier, ex-numéro 3 du FLNKS, propulsé au devant de la scène. Il est notre invité, en direct de Nouméa. Panama saisi par la violence. Affrontement pour des élections contestées. Les Américains surveillent de très près le canal. L'audiovisuel public, les députés en ont discuté cet après-midi. Un PDG pour 2 chaînes peut-être, et l'avenir de FR3 en question. Henri Lecomte jette l'éponge avant le combat. Il ne sera pas à Roland-Garros, il va se faire opérer d'une nouvelle hernie discale. Bonsoir, et tout d'abord la fin d'un insupportable suspense. Nous en parlions hier soir. 3 malades qui attendaient des greffes de foie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. 3 personnes atteintes d'hépatite grave qui n'avaient plus que quelques heures à vivre. Il fallait à tout prix leur greffer un foie, mais il n'y avait pas d'organes disponibles. Eh bien, en moins de 24 heures, 3 foies ont été trouvés à travers l'Europe. Isabelle Staes, récit. Dans quelques heures, tout sera terminé. Dans ce bloc opératoire, la 3e et dernière transplantation est en cours. Un homme de 40 ans reçoit le foie qui doit lui sauver la vie. L'appel du professeur Bismuth a été entendu avant qu'il ne soit trop tard. Plus le temps passait, plus on devenait pessimiste. Et disons qu'on a été soulagé par l'arrivée de l'organe à la dernière minute. Ce qui fait que ça nous a permis d'espérer, de passer, disons, au niveau de la vie. Maintenant on est rassuré. Au total, les médecins auront passé plus de 36 heures au bloc opératoire, 36 heures pour sauver 3 personnes atteintes d'hépatite fulminante. Cas exceptionnel, samedi, les 3 malades arrivent en même temps à l'hôpital Paul Brousse. Aussitôt, un appel est lancé auprès de France Transplant, puis par voie de presse. Quelques heures plus tard, les organes arrivent en provenance de Toulouse et d'Italie. Ils nous ont envoyé une quinzaine de téléx, de téléfax dans toutes les capitales européennes, dans tous les centres européens, de façon à ce qu'il y ait une entraide. Et ça a été tout à fait salutaire, puisque au moins un organe a pu être trouvé en Italie. Ce matin, les 2 premières greffes se sont bien déroulées. Quant à la réussite des interventions, les médecins préfèrent attendre quelques jours pour se prononcer. Réformer le code pénal, c'est à la fois un événement historique et un vaste projet, car cette fois, il s'agira d'une refonte complète. Notre code pénal date quand même de Napoléon. La France est d'ailleurs le dernier pays européen à procéder à cette toilette complète de son code. Le débat a commencé au Sénat aujourd'hui, un débat marathon est prévu, et la refonte du code durera en principe 4 ans. Isabelle Bechler. Plus de 400 articles attendent les sénateurs pour un texte monumental, fruit de la réflexion de 2 gardes des Sceaux, Robert Badinter et Pierre Arpaillange. Le rapporteur en sera Marcel Rudloff. Le corps principal du code pénal devrait être adopté en 1992, une fois ces 4 livres examinés session par session. Ensuite, le législateur y adjoindra d'autres livres de droit pénal spécial sur l'environnement, les impôts, la santé par exemple. Pour cette session, les sénateurs abordent les 180 articles de disposition générale du livre premier. Quelques exemples d'innovation de ce texte. L'apparition de la notion d'instigateur, d'un crime ou d'un délit. Le cerveau d'un méfait pourra être poursuivi même si l'exécutant ne l'a pas commis. Les personnes morales, sociétés, associations, collectivités pourront désormais répondre pénalement d'une infraction en matière de pollution ou de fraude, par exemple. L'article 64, tant contesté, va disparaître et avec lui le concept de démence. Nouvelle notion, celle de trouble neuropsychique. La responsabilité pénale pourra désormais être retenue. Il s'agit aussi pour les sénateurs de redéfinir l'échelle des peines. Quelques exemples. Plus de peines de prison pour une contravention, plus de peines de substitution pour incarcérer moins, pas plus de 7 ans de prison en matière correctionnelle, et puis une peine de 30 ans de réclusion qui viendrait s'intercaler entre 20 ans et perpétuité. Déjà, 170 amendements ont été déposés par la commission des lois. Les sénateurs ont devant eux 2 semaines de travail d'arrache-pied. Effectivement, les sénateurs donc débattaient du sujet tout à l'heure et déjà le groupe RPR posait une question préalable pour qu'on ne débatte pas de cette réforme du code pénal. Michel Rocard, le Premier ministre, avait tenu à venir en personne défendre le projet. La grève n'aura duré que quelques jours. Les pompistes de Corse ont décidé de reprendre le travail avant même que les réservoirs soient à sec. Les pompistes n'ont pas voulu prolonger la grève qu'ils menaient pour protester contre des amendes qu'on leur avait infligées. Cette fois, le conflit n'aura pas traîné. Françoise Joly, Nicolas Jacobs. Les pompes à essence corse fonctionneront donc à nouveau demain. Après 3 jours de blocage, chacun a choisi d'enterrer la hache de guerre.
Les pompistes en reprenant le travail, mais aussi l'État en reconnaissant par la voix du préfet que les pompistes corses répercutent bien les détaxes spécifiques à l'île. Et c'est ce qu'attendaient les grévistes. Ils tiennent toutefois à préciser que cette reprise rapide ne doit pas être considérée comme une faiblesse, mais comme la preuve de leur volonté de voir un jour se régler le problème des carburants en Corse sans que cela se fasse au détriment des 172 revendeurs de l'île. Le problème en effet reste entier et complexe. Il doit être abordé prochainement au cours d'une table ronde sur la concurrence et les prix. Question en suspens, question sans réponse pour l'instant. Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie? La mort de Jean-Marie Djibaou et de son adjoint ont tout remis en cause. Le geste fou d'un exalté a rompu le fragile équilibre sur lequel reposait le territoire depuis quelques mois seulement. Nous allons parler de cet avenir avec Léopold Joredier, ex-numéro 3 du FLNKS, qui est notre invité en direct de Nouméa, et peut-être le successeur. Mais d'abord, revenons sur le geste fatal et sur la personnalité du meurtrier, Djoubeli Wea. Dominique Thiers et Bruno Carrette ont rencontré dans la petite île de Marais des gens qui l'ont bien connu. Reportage. La coutume, un cérémonial qu'il faut effectuer avant d'être accepté dans une tribu. Un cérémonial que Jean-Marie Djibaou et Yewene venaient d'achever lorsqu'ils ont été tués. Un sacrilège pour la culture mélanésienne, car la coutume est un signe de respect. Nous vous donnons libre de faire ce que vous voulez chez nous. Vous pouvez aller librement et nous sommes là pour vous garder jusqu'à votre départ. Cette conclusion prononcée par le frère de Yewene était la même il y a quelques jours à Ouvéa, un premier traumatisme, car il était impensable dans le milieu mélanésien que Djoubeli Wea ose la violer. Nidoy Neslin est le grand chef de l'île de Marais, le leader du LKS, une petite formation politique indépendantiste. Pour lui, ce drame révèle une incompréhension totale entre ceux qui ont signé les accords de Matignon et ceux qui les ont provoqués à Ouvéa. Moi, je suis de ceux qui trouvaient les accords de Matignon miraculeux. C'est vraiment un miracle. Hein. Et j'ai parié dessus, mais je me pensais... ensuite, je n'étais plus tellement d'accord avec l'entourage du Premier ministre quant à son application sur le terrain. Il fallait pas... il fallait mettre M. Djibaou et M. Lafleur ensemble, mais ensuite ouvrir le débat avec les églises, les groupes de jeunes, les coutumiers. Mais on a fait une histoire d'équilibre de politique politicienne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont sentis complètement exclus des accords de Matignon. Hein. En particulier, je pense aux gens d'Ouvéa. Des propos qui ne sont pas exempts d'arrière-pensée politique. En clair, le pouvoir chez les indépendantistes est à prendre. Neslin s'est toujours présenté comme un recours possible et ce n'est pas un hasard s'il assistait aux accords de Matignon, mais pas à leur conclusion, rue Oudinot, au ministère des Dom-Tom. C'est aussi sans doute parce que Jean-Marie Djibaou n'a pas été suffisamment soutenu par les siens qu'il a été assassiné. Deux informations encore. Madame Marie-Claude Djibaou, la veuve du dirigeant indépendantiste assassiné, pourrait prendre des responsabilités au sein de l'Union calédonienne. L'Union calédonienne est l'une des composantes du FLNKS. Et puis d'autre part, le FULC, une autre composante mais beaucoup moins importante, s'est refusé à condamner l'attentat contre Jean-Marie Djibaou et Yewene. Cela montre bien combien la succession pourrait être difficile. Alors pour en parler avec nous, en direct de Nouméa, Léopold Joredier. Bonsoir Monsieur Joredier, je rappelle que vous êtes l'ex numéro 3 du FLNKS et donc que vous vous retrouvez à la tête pour l'instant de la formation. Est-ce que vous souhaitez rester le leader? Pour le moment, j'ai fait partie d'une formation politique qui est majoritaire au sein du FLNKS. C'est les journalistes qui m'ont classé en numéro 3. Étant secrétaire général de l'Union calédonienne, j'ai été désigné par la commission exécutive il y a 3 jours pour succéder à Jean-Marie Djibaou au comité consultatif. Voilà pour le moment ce qu'il en est de la succession. Mais est-ce que vous souhaiteriez prendre la succession? La succession au comité consultatif n'est pas la succession au FLNKS. Je suis le remplaçant pour le moment au comité consultatif, mais pas encore en tant que président du FLNKS. Ça, c'est à discuter avec les partenaires qui nous restent du FLNKS. Je dis bien les partenaires qui nous restent.
Léopold Jaredier, vous personnellement, vous étiez plutôt réticent sur les accords de Matignon. Est-ce que vous allez vous engager autant que Jean-Marie Djibaou pour leur application maintenant? Réticent, c'est peut-être un grand mot. Au départ, je n'étais pas satisfait de la rapidité avec laquelle la signature a été exécutée. Mais je dis après que je suis d'accord. Il faut trouver une solution, mais j'ai critiqué simplement l'expédition de la chose. Alors, je suis maintenant le seul qui reste. J'ai déjà dit la semaine dernière qu'il faut que les accords survivent à tout prix pour l'avenir de la Calédonie. Donc vous les défendrez à tout prix? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Les accords sont bien engagés. Maintenant, il faut continuer et faire réussir les accords. On avait dit que l'application des accords laissait un petit peu à désirer depuis leur signature. Est-ce que vous étiez de cet avis? Il est évident que on ne peut pas faire les choses aussi bien rapidement. Il y a des choses que l'on peut dire, que l'on peut proposer, mais qui ne sont pas pratiquées efficacement sur le terrain. Nous avons demandé certaines mesures ici sur le territoire, même au niveau de l'administration directe, mais les choses n'ont pas pu se faire avec autant de rapidité, étant donné que nous n'avions qu'une année et en même temps préparer la décentralisation, la provincialisation, etc. Donc les choses n'ont pas pu se faire correctement, mais ça avance quand même. Ça avance quand même. Dites-moi, vous ne craignez pas que les futurs dirigeants du FLNKS, quels qu'ils soient, ne soient débordés maintenant par les extrémistes qui se montrent de plus en plus déterminés? Je pense que c'est une chose que nous avons négligée jusqu'à présent au sein de notre propre formation, c'est-à-dire le FLNKS. Nous venons de nous apercevoir aujourd'hui que le danger est arrivé du côté où l'on ne s'attendait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à être plus rigoureux au sein même du FLNKS et à être plus vigilants par rapport à nos partenaires. Vous les sentez très déterminés, ces extrémistes? Je pense que c'est une organisation. Jusqu'à présent, nous n'avions pas pu déceler le moindre détail qui pouvait nous donner la dimension de cette organisation. Aujourd'hui, il s'avère que c'est quelque chose de très bien organisé. Et je pense qu'ils sont assez déterminés. Merci. Merci Léopold Jaredier. La Nouvelle-Calédonie, il en a sûrement été question tout à l'heure à l'hôtel Matignon. François Mitterrand et Michel Rocard déjeunaient tous les deux avec leurs collaborateurs à la résidence du Premier ministre. C'était aussi une forme d'hommage que le président, élu il y a maintenant un an, rendait au Premier ministre qu'il s'était choisi 2 jours après. L'inquiétude en Amérique centrale avec les événements du Panama. Les élections se sont mal passées et la violence a éclaté. Le parti au pouvoir et l'opposition revendiquent chacun la victoire après les élections de dimanche et personne n'est d'accord sur les résultats. Coup de feu et affrontements. À Washington, les Américains commencent à se faire du souci. On parle même d'un déploiement de forces militaires du côté du canal. Bernard Benjamin. C'était il y a tout juste 2 heures à la Maison-Blanche. 19 parlementaires américains venaient rendre compte à George Bush de leur mission à Panama. Leur verdict est formel, les élections ont été truquées et si le général Noriega décide de proclamer son candidat président de la République, une option militaire n'est pas à écarter avec l'aide des 10 000 soldats américains stationnés actuellement dans la zone du canal. Et de fait, ce qui se passe depuis dimanche à Panama est la concrétisation d'un bras de fer engagé depuis 1 an et demi entre l'administration américaine et le général Noriega. Ces Panaméens qui manifestaient hier ne savaient toujours pas qui avait remporté le scrutin présidentiel de dimanche dernier. Conséquence, devant tant de confusion, les Panaméens sont sortis dans les rues de la capitale et inévitablement des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Plus grave,
Des groupes de civils armés ont fait irruption dans certains quartiers populaires, blessant en particulier d'une balle à la poitrine ce caméraman de la télévision panaméenne ainsi que l'envoyé spécial du journal Le Monde. Que va-t-il se passer à présent? Bien difficile de répondre à cette question, mais précisément, à moins d'une action militaire américaine, on ne voit pas très bien ce qui pourrait arrêter le général Noriega. Oui, j'ajoute que dans un pays voisin, le Guatemala, un peu plus au nord, une rébellion militaire a éclaté ce matin contre le gouvernement démocrate chrétien du président Cerezo. Cette rébellion a été maîtrisée peu de temps après par les forces militaires qui étaient restées fidèles au régime. En Hongrie, János Kadar, écarté définitivement du pouvoir. Il détenait ce pouvoir depuis 1956, depuis l'insurrection. Déjà l'année dernière, il avait été mis sur la touche. Les dirigeants hongrois ont d'autre part révélé aujourd'hui qu'au total, 277 personnes avaient été exécutées au lendemain de l'insurrection de 1956. La Hongrie est maintenant l'un des pays de l'Est les plus en pointe pour tout ce qui est perestroïka et ouverture vers l'Ouest. L'équipe d'Antenne 2, Marc Maisonneuve et Jean Corneille, a enquêté auprès des jeunes Hongrois. Que pensent ces jeunes qui n'ont jamais connu leur pays qu'occupé par les soviétiques? Reportage. Budapest 1956, ces images étaient sur toutes les télévisions du monde. Aujourd'hui, les Hongrois n'ont toujours pas pu les voir. Elles font pourtant partie de leur histoire. Le matin du 4 novembre, les chars soviétiques entrent dans la ville. Le Premier ministre hongrois, Imre Nagy, sera exécuté en URSS 2 ans plus tard. À l'intérieur de la faculté des sciences, dans l'amphithéâtre où est née la révolte, les étudiants savent ce que leurs parents leur ont transmis, une atmosphère de fête, d'espoir, ruinée par les soviétiques. L'ambassadeur du RSS en Hongrie en 1956 s'appelle Yuri Andropov. Il va diriger l'Union soviétique en 83, ils n'ont pas oublié. Cette génération n'a connu qu'une Hongrie sous influence. Oui, ils sont là, pas seulement avec des chars. Ils sont au-delà de nous, avec comme un tabou. La partie communiste de Soviet, c'était jusqu'ici quelque chose comme un tabou. La partie a dit quelque chose et la partie a dit. Szeged, à 300 km de Budapest, une petite ville, des soldats patrouillent au milieu d'une fête foraine. Ils sont là, mais on les voit très très rarement parce que les casernes se trouvent à la banlieue ou bien à la campagne, alors on ne les voit pas. Ils sont toujours là, mais ils partent. 20 000 hommes ont quitté le pays, pourtant 80 000 soldats soviétiques sont toujours dans les casernes. La Hongrie, c'était un territoire russe. Est-ce que vous imaginez votre avenir sans les soviétiques? J'espère que tout va changer. Je suis vraiment optimiste, mais quand même j'ai peur un tout petit peu. Parce que pendant 40 années, on a vu la falsification de l'histoire, on a vu des années de terreur, on a vu tellement beaucoup de choses que je ne crois pas. J'espère, mais je ne crois pas. C'est le désenchantement d'une génération profondément marquée par l'implantation soviétique. Dans une Hongrie à la recherche de son développement économique, les jeunes manquent de références, de celles que le socialisme d'État n'a pas su leur donner. D'autres informations internationales tout de suite. Éric Perrin commence par un autre pays de l'Est, la Roumanie, où une opposante, Doina Cornea, a disparu. Nous l'avions interviewée plusieurs fois à Antenne 2. Disparition en Roumanie de la dissidente Doina Cornea. Selon des diplomates occidentaux, elle n'est pas réapparue à son domicile depuis la mi-avril. Doina Cornea, l'une des opposantes les plus farouches à Nicolae Ceausescu, était la cible des autorités roumaines depuis l'interview qu'elle avait accordée à Antenne 2 en novembre 87. Elle devait se rendre en juin à Paris pour assister à une manifestation en faveur des droits de l'homme. Offensive des troupes du gouvernement afghan à Jalalabad. Assiégée depuis 2 mois par la résistance, Jalalabad est une ville stratégique et symbolique pour les deux camps. Le gouvernement de Kaboul, qui s'était contenté jusqu'à présent de maintenir des positions défensives, semble avoir réussi cette fois à percer le blocus des Moudjahidines. Intensification des duels d'artillerie entre Syriens et chrétiens à Beyrouth depuis samedi et en dépit du cessez-le-feu décrété par la Ligue arabe, les tirs d'obus ont fait au Liban au moins 56 morts et 290 blessés.
Couvre-feu généralisé dans les territoires occupés. Les Israéliens célébraient en cette veille du 41e anniversaire de l'indépendance de l'État hébreu une journée en souvenir des soldats tombés au champ d'honneur. Afin d'éviter tout incident, l'armée a quadrillé la bande de Gaza et la Cisjordanie, interdisant ainsi à près d'1 million de Palestiniens de se rendre en Israël. L'audiovisuel en question, ou tout au moins en discussion. Les députés en ont débattu tout l'après-midi. Deux questions majeures à propos de l'audiovisuel public. Faut-il un président commun pour Antenne 2 et FR3 dans le but d'harmoniser les programmes des deux chaînes? Et surtout, quel avenir pour FR3, une chaîne qui a du mal à trouver son créneau, comme on dit maintenant? Stéphane Magnier et Pascal Guimier ont suivi le débat à l'Assemblée. Les mariés de la 2 et de FR3 n'étaient pas un titre prisé par beaucoup des stars de la politique à la barre de l'Assemblée cet après-midi. FR3 était devenu le chef-d'œuvre à sauver du péril de la phagocytation par sa sœur généraliste, à tel point que Catherine Tasca, en ouvrant le débat, a cru bon de prendre les devants. Pour nous, FR3 doit rester dans ce tandem entre Antenne 2 et FR3, dans cette complémentarité fortement organisée, une chaîne grand public, une chaîne de l'innovation, une chaîne de la découverte, une chaîne de la différence, avec la même ambition que celle de sa sœur Antenne 2. Il faut dire que la majorité des députés étant des élus de région, l'opposition avait trouvé là un terrain de contestation hypersensible. Personne n'a d'illusion. Quand une entreprise commence par récupérer une de ses filiales et à l'intégrer dans la masse, on sait très bien que ça passe à la liquidation. Ça n'est pas en couchant dans le même lit deux malades qui n'ont pas la même maladie, qui n'ont rien à voir ensemble, qu'on réglera les problèmes du secteur public. Car le fond de l'affaire, c'est faut-il ou pas réunir les deux chaînes de service public sous une même présidence? Même les socialistes se sont montrés réticents à cette idée et de proposer en échange une belle nuance, un comité stratégique interchaîne. Pourquoi ne pas mettre en place un comité stratégique, émanation des deux chaînes et de leur conseil d'administration pour permettre une programmation concertée, une gestion commune des achats de droits, de la régie publicitaire, de la commercialisation des œuvres, de la recherche, et une stratégie commune de la présence européenne et internationale. Et Madame le ministre, ce comité stratégique peut très bien avoir un président. Le débat devrait se prolonger tard dans la nuit, mais quelle que soit la conclusion qu'en tirera Catherine Tasca, elle a déjà fait savoir que si elle déposait un projet de loi, ce ne serait pas ce soir. Le tennis maintenant, c'est justement un sujet qui réunit Antenne 2 et FR3. Eh bien, le public français, vous le savez, est le seul au monde à ne pas savoir qu'il a deux grands champions, Yannick Noah et Henri Lecomte. Ces deux garçons ont eu beaucoup de succès sur tous les cours du monde et ce n'est pas demain la veille que l'on retrouvera des champions de ce calibre en France. Mais c'est vrai, cette année, ils ont quelques malheurs, des blessures comme beaucoup d'autres champions de tennis d'ailleurs. Henri Lecomte va se faire opérer d'une hernie discale. Il est donc forfait pour Roland-Garros, dont il était le finaliste l'année dernière. Lionel Chamoulot. C'était il y a tout juste un an, en finale de Roland-Garros, Henri Lecomte était opposé à Mats Wilander. Depuis cette finale perdue, rien ne va plus pour le Français. La saison 89 commence mal, pas de résultats et beaucoup trop de soucis physiques. Dernier problème, le dos. Comme il y a 2 ans, Lecomte est bloqué. Il n'est plus en mesure de jouer au tennis. Il vient d'abandonner coup sur coup à Monte-Carlo et à Nîmes. Henri ne jouera pas Roland-Garros et plutôt qu'un traitement de longue durée, le numéro 1 français a choisi l'opération. Henri Lecomte présente une hernie discale, c'est-à-dire un disque entre les vertèbres, une sorte d'amortisseur qui est abîmé, qui vient faire saillie et qui risque de comprimer une racine nerveuse, donc un nerf, et entraîner une sciatique. Nous avons ici en blanc un disque normal, au-dessous le disque opéré il y a 2 ans qui est pratiquement normal, avec un mur postérieur régulier, et ici le nouveau disque malade qui est tassé et surtout il y a un gros morceau qui pousse vers l'arrière. Vendredi, Henri sera opéré d'une hernie discale à la clinique des sports. Sa saison 89 est quasiment terminée. Il faut souhaiter à Lecomte beaucoup de courage pour retrouver sa place parmi les meilleurs. En football, événement demain soir sur Antenne 2 tout seul. Vous pourrez suivre en direct la finale de la Coupe européenne des vainqueurs de coupe, la C2, comme disent les spécialistes. Ce sera à 20 h. Cela veut dire que demain, le journal sera exceptionnellement avancé à 19h30. Alors le match, demain soir, 20 h, c'est Gênes contre Barcelone ou encore la Sampdoria contre le Barça. Ça aussi, c'est pour les spécialistes. Superbe match en prévision entre Espagnols et Italiens qui en ce moment tiennent le haut du pavé dans le football européen. Jean Mamère. Barcelone, le Barça, c'est le club de toute une région, celui aux 108 000 socios, les abonnés et lecteurs du président en exercice. Barcelone, c'est le club de Cruyff, l'ancienne star joueur, aujourd'hui star entraîneur.
Après une année noire, Barcelone a recruté à concurrence de 10 milliards de centimes. Pour une 7e victoire européenne, les Catalans ne doivent pas rater la cible. L'adversaire du jour, la Sampdoria de Gênes, c'est un petit Européen. À l'image de son plus célèbre citoyen, Christophe Colomb pour l'Amérique, elle découvre la finale de Coupe d'Europe. Son atout majeur, Vialli, le meilleur joueur italien, le canonnier en toutes circonstances et en toute position. Son joker, l'Espagnol Victor Muñoz, qui jouait l'an dernier à Barcelone et qui détient peut-être la solution. Écoutez, c'est facile, le premier qui marque, eh bien, il a gagné. Réponse demain soir à partir de 20h10 sur Antenne 2. Facile le foot. Les Zoulous à Angoulême. Angoulême a fait fort cette année pour son festival de musique africaine. C'est déjà dans cette ville que Johnny Clegg s'était produit pour la première fois en France. Et bien cette fois, ils sont 6 groupes de musiciens noirs d'Afrique du Sud. Un grand rassemblement musical qui avait été interdit au pays où sévit l'apartheid. Yoba Grégoire, Yves Breu. Telle une publicité ambulante, les Zoulous défilent dans les rues, étonnés eux-mêmes de pouvoir le faire. Mais au-delà du folklore de leur tenue, qui surprend ou fait sourire, la réaction des Angoumoisins est sans ambiguïté. À l'apartheid, je suis complètement contre. Là, c'est catégorique. Ils sont sous occupation, ils ne devraient plus y être à l'heure actuelle. C'est pas normal que 4,5 millions de blancs commandent 34 ou 5 millions, je sais pas à peu près, de noirs, c'est pas normal. Leurs chansons ne sont pas des chansons idiotes, c'est des chansons un peu comme le blues, ce sont des chansons qui ont trait à la vie quotidienne en Afrique du Sud. Toute cette musique véhicule quelque chose de très fort. En plus de ça, les jeunes surtout, même s'ils ne comprennent pas l'anglais, même s'ils ne comprennent pas le zoulou, ils comprennent la force du message. Le groupe Zia est mixte, blanc et noir. Cindy la chanteuse, c'est la Johnny Clegg féminine en Afrique du Sud. Chico est très populaire dans son pays. Son style est influencé par la musique nigérienne. Ce sont ses enfants qui dansent ici. Ray Phiri, la star, chanteur, guitariste, musicien hors pair. Repéré par Paul Simon, il a fait avec lui Graceland. Nous voulons qu'on nous traite comme des êtres humains. Je suis heureux d'appartenir à la jeune génération, celle qui a trouvé les moyens de combattre l'apartheid. J'ai appris à lutter, je lui dis non. Et classique, le chant de lutte, émotion, on lève les poings en signe de protestation peut-être, mais surtout en signe de reconnaissance. Vous existez, on le sait, on l'entend. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, demain ils sont tous au Zénith. Voilà, Paris encore, si vous êtes passé récemment aux Tuileries, vous vous demandez peut-être ce que sont ces étranges constructions blanches et abstraites. Eh bien c'est tout simplement Tuileries 89, un parc d'attractions de 5 hectares, petit cadeau aux touristes qui viendront en cette année du bicentenaire. Coup d'envoi cet après-midi, Gérard Dalmaz. Un couple d'étranges soucoupes volantes a fait pour 6 mois son nid dans les jardins des Tuileries. Elles sont venues à la rencontre de la grande fête de la mémoire, celle du bicentenaire. Voile et acier, 36 mètres de haut, les tours égalité et liberté symbolisent la libération, un peu comme Clément Ader pour le premier envol. En 1789, l'envol de la liberté, c'est d'abord la parole à qui la prend. Alors ici, avec des dizaines et des dizaines de saltimbanques, baladins, musiciens, disons-le sans être cocardier, le badaud n'aura que l'embarras du choix, surtout avec les tréteaux à roulettes. Je voudrais être mariée, j'irai peut-être plus au champ. Voilà la belle mariée, elle va toujours au champ. Adieu nos amourettes. Et pour quelques assignats de plus, vous pourrez voir le clou de Tuileries 89, les androïdes bourrés d'électronique, une autre grande révolution. C'est qu'à cette époque, il aimait le roi. Et personne ne prévoyait la révolution. Fin de cette édition du journal. Tout de suite la météo avec Sophie Davant qui nous annonce un temps qui se gâte un peu.
Le dernier journal, ce sera aux alentours de 23h30. Henri Sagnier le présentera aux alentours de 23h30 parce que ce sera juste après Star à la barre, présenté par Daniel Bilalian et consacré ce soir au spiritisme, à la voyance et à la parapsychologie. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain, 19h30. N'oubliez pas, le journal demain est à 19h30. Bonsoir.